Napoléon et la musique. Nous avons tous entendu, quand nous étions à l'école et que nous apprenions la vie de Napoléon, que celui-ci détestait la musique et qu'il avait affublé la musique d'une sortie un peu ridicule. C'est le plus coûteux de tous les bruits. Or, tout ceci est faux. Tout ceci est faux, c'est apocryphe, et je vais le démontrer. Napoléon s'est soucié de la musique comme il s'est soucié toujours de tout. Pour parler un jargon moderniste, tout est affaire de logiciel. Cela fait 2 siècles que l'historiographie officielle passe à côté de Napoléon. Je vous signale qu'il s'écrit un livre par jour sur Napoléon depuis qu'il est mort. C'est-à-dire que ça en fait des livres. Passe à côté de Napoléon, faute d'en posséder la clé du subconscient. De Napoléon, nous savons tout. Tout des détails de son règne. Tout de son œuvre. Une approche méthodologique a été menée avec succès dès les premières études de Louis Madelin, poursuivie avec le talent et l'incommensurable culture que l'on sait par Jean Tullard et ses collaborateurs. On connaît le dictionnaire Napoléon, on connaît toutes les publications faites par Jean Tullard, ainsi que les interventions devant la presse parlée, télévisuelle, les écrits, les commentaires. Tous les historiens ont visité Napoléon. De Mathiez, le spécialiste de Robespierre, à Somoul, spécialiste de la Révolution. De Masson, spécialiste de Napoléon, à Thiers, Adolphe Thiers, célèbre auteur de l'histoire du consulat et de l'Empire, jusqu'au commandant Lachoucq, qui nous a expliqué l'histoire militaire des batailles de l'Empire, en passant par des turiféraires comme Norvins et d'autres. Napoléon a été égratigné par de grands historiens comme Bainville, Jacques Bainville, qui était monarchiste, maurassien. Il a été étrié par Léon Daudet, le fils d'Alphonse, qui était un des pamphlétaires de l'Action française, dans un livre célèbre qui s'appelle « 2 idoles sanguinaires, la Révolution et son fils Bonaparte ». Et étrangement, Léon Daudet est souvent très sagace sur bien des points reculés de la conscience napoléonienne. Mais la lumière n'a jamais balayé l'être secret que, seulement sous l'investigation judicieuse de notre compatriote, le professeur Jean de Franceschi, et qui est mort récemment. Il faut oser abattre une statue pour rentrer plus profondément dans son corps et la visiter. Seul peut-être Hippolyte Taine, avec son origine de la France contemporaine, a proposé une hypothèse crédible quand il parle, à propos de Napoléon, d'un Florentin du XVIe siècle qui voit le monde en noir et blanc. L'archétype du prince, selon la définition qu'en a donnée Machiavel, avant tout homme de vertu, c'est-à-dire de courage, mais de ce qui fait l'individu, de conscience de lui-même. Le personnage décrit par Taine est un conte de Thiers. L'enchantement va débuter comme le conte de Thiers, on ne connaît rien, mais il y a dont a parlé Berlioz, se met à façonner le monde occidental. Car c'est ça qu'a fait Napoléon. Et il en a bouleversé les équilibres fondamentaux jusqu'au rapport que l'homme entretient avec les cieux. Pour ses contemporains, il a paru évident que Napoléon était un demi-dieu. Le dieu de la guerre, bien sûr. Ce mélange d'inhumain et de surhumain dont parle précisément dans le Crépuscule des idoles Frédéric Nietzsche. Vous aurez donc une conférence bientôt sur Nietzsche. Vous interrogerez l'orateur sur Napoléon. Mais
Il y a autre chose que ce mélange d'inhumain et du surhumain. Il y a la marque d'Athéna. Athéna, cette déesse grecque, principe souverain de l'ordre qui ordonne et qui mesure le monde. Thémis, autre déesse, deuxième épouse de Zeus, qui institue l'ordre universel par le droit. C'est tout Napoléon. Lex et gladius, la loi et le glaive, qui pourrait d'ailleurs n'être qu'un seul et même outil. Pour Jean de Franceschi, il est patent que l'on se trompe du tout au tout quand on fait croire à la singularité, à l'unicité, au caractère exceptionnel du phénomène Napoléon. Là, je vous prends un peu à revers. J'ai dit que c'était un personnage exceptionnel et je dis que Jean de Franceschi dit que non. De Franceschi explique. On pourrait y voir davantage, en outrepassant le soupçon qu'il avait, un piège tendu par l'école française d'histoire, qui depuis Jules Michelet jusqu'à l'école des Annales, en commençant par l'enseignement officiel de la Troisième République, tel enseigné par Mallet et Isaac, que certains ont connu, aussi bien que dans le développement romanesque de la légende qu'Ernest Clavis a composée pour raconter l'histoire de France, la vie de Napoléon, dans tous ces textes-là, apparaît comme surnaturelle. Et on explique tout ça par le terme génie. Avec le recul du temps, cette création paraît un peu futile. Merci à Jean de Franceschi de l'avoir subodoré, même développé. Bien que l'utilité a été éprouvée, c'est très facile de lui dire que c'était un génie. Le caractère éminemment romantique de l'aventure individuelle de celui qui avait dit de lui-même « Quel roman que ma vie » était évidemment favorable à la sculpture d'un monument légendaire. Concevoir le destin de Napoléon ainsi que l'irruption dans l'histoire de notre pays d'une comète permettait tout à la fois d'en souligner l'exemplarité et d'en accepter l'hétérogénéité. Je vais expliquer, sans discussion. La théorie de la comète, consubstantielle à la notion de génie, c'est une invention romantique, donne l'explication fourre-tout qui permet de justifier les évidences les plus invraisemblables. Sans nul doute, le poète Stéphane Mallarmé, dans le tombeau d'Edgar Poe, dont il a utilisé des fragments, pense à Napoléon quand il écrit ces vers « Calme bloc ici-bas, chut d'un désastre obscur ». En vérité, et là nous sondons le cœur de notre maître, la France ne pouvait pas accepter comme successeur de Louis XIV un petit provincial italique. Il fallait qu'il fût miraculeux. Alors là, on l'accepte, parce que c'est miraculeux. La théorie du génie est utile en ce qu'elle ne déchire pas le roman national français de la vis et des autres. L'étrangeté de Napoléon, voire sa sauvagerie, pleine d'urbanité, s'explique par sa différence de nature. Le maître de la France et de l'Europe est un génie. C'est à côté, c'est autre chose. Il peut rester français pour enrichir le roman national, mais son italicité première s'efface poliment devant la divinité qu'il incarne, le dieu de la guerre. L'historiographie officielle française explique Napoléon par Robespierre et par Brienne et jamais par la Corse et jamais par Pascal Paul dans la France universitaire des 19e et 20e siècles. Voilà comment on a construit un être qui n'existait pas et qui n'a jamais existé. L'homme s'explique cependant par sa politique. Je viendrai à la musique, ne vous inquiétez pas. Aussi bien que celle-ci, sa politique, reflète l'ordonnancement de ses choix. Homme dont la culture familiale le rattache avant tout à la péninsule,
Napoléon est né dans la terre d'Empire. Vous vous souvenez de la définition qui a été faite par l'historiographie continentale ou française entre la terre d'Empire et la terre de royaume. Après le testament de Charlemagne, il y a la terre de royaume, c'est-à-dire tout ce qui est la France et qui va devenir la France, et la terre d'Empire, ce qui va devenir le Saint-Empire romain germanique. Napoléon est né dans la terre d'Empire. Au XVIIIe siècle, cela se réfère à au Saint-Empire romain germanique. Et à l'inverse de ce qu'il prétendra par la suite, il ne pense pas, et il n'a jamais pensé comme maître du royaume. On sait en effet que le très remarquable travail de Louis Alphen, historien de la France après la chute de l'Empire romain et de la renaissance de la notion de l'État sous Charlemagne ou un peu après. On le sait grâce au travail de Louis Alphen, et que l'on date communément la naissance de la France du traité de Verdun, 843, avec le partage de l'Empire carolingien par les enfants de Louis le Pieux, fils de Charlemagne, entre Lothaire et le troisième Louis. Ce partage aura pour conséquence d'opposer de manière concurrente le territoire, qui deviendra le royaume de France, à celui qui donnera naissance au Saint-Empire romain germanique. On verra ça au moment des grandes batailles du XVIe siècle, avec d'un côté Charles Quint, de l'autre côté François Ier. Héritier de Charlemagne, mais plus encore d'Auguste, Napoléon vit sa vie comme une réminiscence. Oui, il se prend pour Auguste. Oui, il est le successeur d'Auguste, l'empereur Auguste, le premier empereur, celui qui succède à César, qui lui n'a jamais régné. Octave, qui devient Auguste. Il vit sa vie comme une réminiscence du passé. Il va réaliser l'œuvre d'Auguste. Il va être l'empereur d'Occident. Mathématicien, juriste, lecteur boulimique de ce qui s'écrit, comme de ce qui s'est écrit, il aspire avant tout à savoir. L'expédition d'Égypte qu'il aborde, armé d'une curiosité encyclopédique, lui fournit l'occasion de retrouver les scientifiques qu'il avait côtoyés quand il s'était fait élire au siège de Carnot à l'Institut de France en 1797. Napoléon était membre de l'Institut. On les appelait, cette petite équipe avec l'abbé Sieyès, on les appelait les idéologues. Les idéologues avaient déniché un homme de caractère, Napoléon, qui a été acquis à leurs idées, ils l'ont fait élire au siège de Carnot, et ils l'ont poussé. Parce que c'est un esprit méthodique, Napoléon. Et c'est un esprit surtout éclairé. Nous allons y venir. La présence de monges dans l'équipée égyptienne, qu'accompagne l'importance délégation scientifique que l'on sait, explique et justifie le choix fait par le groupe des idéologues quand ils ont porté leur choix sur le général Bonaparte, afin de succéder à Carnot. Primum intelligere, d'abord comprendre. La Révolution prétend faire table rase du passé pour bâtir une société nouvelle dédiée à la connaissance et à la raison. Et on aura toujours Napoléon jusqu'à la fin de son règne dans ce sillage. La connaissance et la raison, même quand lui-même déraisonne. Napoléon a lu les instituts de Justinien. Il a lu la vie des hommes illustres de Plutarque, les auteurs grecs, latins, César, les philosophes et surtout Voltaire et Rousseau. Il a lu le Dante et bien d'autres. Sa berline, quand il traverse l'Europe, au milieu des guerres, est chargée d'une bibliothèque portable, de toutes les nouveautés dans lesquelles il puise, et il jette les livres par la fenêtre quand il les a lus. Comme le relate Louis Chardinier dans L'Homme Napoléon, il était un lecteur boulimique. Loin du portrait qu'ont pu en faire ses turiféraires, ceux qui l'admiraient trop, jusque-là des raisons, Napoléon, et qui voulait le franciser au maximum,
Il n'a pas une voix coupante et sèche comme celle de Dieudonné dans le film, pas Dieudonné, l'acteur d'aujourd'hui, hein, celui qui a incarné le Napoléon de la Belgance. Il a une voix mélodieuse, avec un fort accent corse dont il ne s'est jamais départi. Et quand il écrit comme il entend. Il n'écrit pas monsieur, il écrit mouchou. C'est très étonnant la lecture des lettres de Napoléon. Il restera, alors qu'il n'a vécu en Corse que jusqu'à l'âge de 8-9 ans, il restera imprégné de l'accent de son pays jusqu'au bout, et que ça imprimera la lettre de ses vocables, de ses idéogrammes. Il se promène, comme certains d'entre nous pouvons le faire sur le cours, en se dandinant, les bras dans le dos, en chantonnant et en sifflotant des airs à la mode. Qui est-ce qui nous dit ça dans l'historiographie officielle, où l'on voit un maître terrible camper dans une attitude dominante? Pas du tout. Tout a été fait pour gommer le côté humain, et même plus qu'humain, le côté banal, pour fabriquer ce personnage surnaturel qu'on nous a présenté pendant plus de 2 siècles. Soit pour s'en horrifier, parce que beaucoup de responsables de la grande nation, comme la France s'appelait elle-même, ne voulaient pas accepter que ce maître ait pu être le sien, soit pour s'en extasier, ce qui n'a pas plus de sens. De ce que nous savons avec précision du modèle, tel qu'il se révèle avec le temps, par la lecture des mémorialistes et les sources étrangères, car c'est très important de savoir ce que pensent les étrangers, le phénomène proprement exceptionnel de l'aventure impériale réside avant tout dans l'incomparable clarté d'esprit dont l'empereur a toujours fait preuve. En même temps, il est d'une tout aussi exceptionnelle intemporalité car il chevauche les siècles. Napoléon est tout autant de l'Empire romain que de l'époque moderne où il chamboule la physionomie de l'Europe. Et c'est lui à qui l'on doit la gégine de la Nouvelle Europe, telle même que nous la voyons aujourd'hui. Par l'analyse du phénomène Napoléon, on suit de près la transposition dans l'universalité romaine de la cosmogonie grecque. Le héros antique, alors, un petit mot sur la tragédie. Le héros antique, que la tragédie transfigure et justifie, signale ainsi la naissance de l'individuation de l'homme. L'homme devient un individu. Napoléon est le plus grand des individus, mais c'est une aventure individuelle. Dégagé de la glaive, c'est-à-dire de la masse, le héros qui va mourir pour nous, nous spectateurs, que le fatum accable, le fatum, le destin, amor fati, dit le philosophe, aime le destin, renvoie le spectacle de son martyr au reste de l'humanité. Et nous aurons tout avec Napoléon, nous aurons le martyr. Napoléon est l'individu par excellence, et son destin est d'être une comète. Bien que ce mythe soit conforme à sa vision des choses, sa véracité n'en est pas moins plus que douteuse, comme je l'ai expliqué dès le départ. Comme en témoignent les confidences de son valet, on n'est jamais un grand homme pour son valet de chambre, et Constant en dit les choses, il n'est point de grand homme. On voit ainsi se dessiner avec précision le dessin du roman tel qu'initié à la lumière de sa propre culture par le monarque. Notons au passage que ce qui sépare celui qui restera dans l'histoire du monde comme l'exemple du héros prométhéen, ainsi que le dernier monarque éclairé d'Europe, eh bien, se distingue des dictateurs du XXe siècle, qui sont moins des individus que des parcelles de la masse en colère. C'est pour ça que les comparaisons entre le présent et le passé n'ont aucune utilité que d'être obscènes. Ce qui justifie pleinement la différence cardinale que je vais énoncer. Napoléon appartient au monde des vivants, parce qu'il est un monarque heureux. On ne l'évoque pas dans des images de carnage, combien même il y en aurait eu. La volonté d'ordonnancement de la France et donc du monde, par le droit et les arts, éclaire le caractère céleste qu'il veut donner à son action.
archétype du franc-maçon de l'époque. Et ça, je me réfère au livre de François Colaveri et au grand article que François Colaveri a publié dans le dictionnaire Napoléon de Jean Tullard. Sa politique est éducative, comme la guerre, pour lui, est un des arts libéraux qu'il ajoute à la géométrie. C'est sous cet angle éducatif et formateur qu'il faut regarder l'organisation napoléonienne de l'université, l'organisation des musées, de la voirie, des théâtres, toutes choses qui sont des cordes tendues pour servir et faire valoir la beauté de son règne. La notion même de politique culturelle est née à cet instant. Inutile de vous dire que c'est un grand manipulateur. Alors, nous pouvons maintenant aborder ce qui est le thème même de la conférence, la réforme du chant français. La musique n'a pas échappé au travail napoléonien. Si nous connaissons la musique militaire, telle qu'elle nous apparaît au travers du répertoire des défilés, comme celui du 14 juillet, avec la marche consulaire, le rigodon des traînards et bien d'autres, la singularité première de la création sous l'Empire, c'est que c'est la genèse du romantisme. Genèse du romantisme à laquelle il a participé lui-même comme scripteur, puisque ses lettres à Joséphine sont des lettres d'un romantisme achevé, échevelé. Sans méconnaître la musique religieuse à laquelle sera dédiée la chapelle consulaire des Tuileries, l'œuvre du règne est sans conteste le renouveau du chant. 3 théâtres, l'Académie impériale de musique, l'Opéra comique et le théâtre italien monopolisent la scène lyrique. Méhu, Cherubini, Le Sueur occupent le devant du pavé. La révolution musicale est en marche, qui verra son aboutissement dans le grand orchestre symphonique dans le cours du XIXe siècle. Au travers du mythe d'Ossian, le mythe d'Ossian qui est exploité sur le fronton de l'église de la Madeleine, qui est l'église des armées, que vous connaissez, et j'espère que vous êtes rentrés. Vous avez vu Napoléon aux cieux, à côté du Seigneur, accueillant tous les soldats de la Grande Armée. Le Dieu, c'est lui. C'est le mythe d'Ossian, un mythe nordique, le Valhalla des héros. Au travers du mythe d'Ossian, le romantisme s'impose sur la scène comme sur la fresque qui surplombe le cœur de la Madeleine, temple de la victoire, qui relate la description onirique d'un Napoléon recevant aux cieux l'hommage de ses guerriers. Mais comme le rappelle avec perspicacité le professeur Jean Montgrédien, puis David Chanou, la faveur de l'empereur accompagne surtout l'opéra italien. Je vais vous expliquer un double jeu. Napoléon, qui est un menteur fini, ça nous savons. Nous savons que Napoléon, je suis solidaire de tous les régimes qui ont fait la France, depuis Clovis jusqu'au comité de salut public, mon avis. Et je ne supportais absolument pas le comité de salut public, il a été robespierriste par intérêt. Mais c'est un menteur intelligent. L'œuvre impériale va consister à faire une œuvre française, à installer la musique française et la primauté de la musique française en Europe, et en sous-main, de permettre que se développe le chant italien qui avait sa faveur, car c'était le chant de sa sensibilité, c'était le chant de sa culture. Le théâtre italien, fondé en 1801, sera le lieu de la création intellectuelle le plus fécond, qui attirera les écrivains, Stendhal, Balzac et autres, et permettra le travail de rénovation évoqué plus haut. À ce propos, je vous incite à lire Massimiliano Doni, qui est un petit roman de Balzac exceptionnel, où on voit le théâtre italien, on voit justement ce qui se passe autour de l'œuvre de Rossini. Rossini, dont je parlerai par la suite. Le théâtre italien occupera le plus son attention, car il réclame beaucoup d'argent.
De culture italienne, ou italique. Je me rappelle de Georges Pompidou qui fut sifflé quand, lors du bicentenaire de la naissance, il osa dire au public que Napoléon avait commenté ainsi le prince de Machiavel qu'il possédait, et moi aussi je suis italien. C'est parce qu'on n'a pas compris. Il voulait dire qu'il était de culture italique, bien sûr. Il ne voulait pas dire qu'il renonçait à la France. Et Napoléon est de culture italique. Il l'est très profondément. Et son cœur sera ce qui l'amène à protéger l'opéra italien. Mieux que ça, il va lui permettre de se développer en enlevant la prohibition du chant et des grandes œuvres sérieuses dans l'opéra italien. Car jusqu'alors, les rois de France avaient interdit aux œuvres sérieuses d'être chantées en italien en France. De culture italienne, Napoléon, amateur d'opéra buffa, est admirateur de Cimarosa, Guglielmi, Paisiello, qui sont ses préférés. Il nomme d'ailleurs Paisiello en 1802 à la tête de la chapelle consulaire des Tuileries. C'est lui qui composera la musique du sacre. Une fois encore, il faut sur le sujet se garder des idées reçues. Les scènes lyriques dont j'ai parlé permettent que soient découvertes et appréciées des œuvres étrangères, telles celles de Mozart, Così fan tutte en 1809, Le mariage de Figaro en 1807, Don Giovanni en 1811, La flûte enchantée dès 1801 sous le nom des Mystères d'Isis, interprété par des citoyens Chéron dans le rôle de Zarastro et Lenné dans le rôle d'Isménor, Madame Andry dans le rôle de Pamina, musique de Mozart arrangée par le citoyen Laschmitt. On le sait, depuis la création de l'Académie royale de musique en 1669, qui a été confiée par Louis XIV à Jean-Baptiste Lully, le répertoire italien était interdit à l'opéra, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le chant français s'était donc développé séparément du style italien, tel qu'il dominait en Italie et en Autriche. Et en Italie et en Autriche, on était castrat. Or, le chant français portait le nom bizarre et rébarbatif de Urlo Francese. On imagine. Le Urlo Francese était opposé au bel canto. C'est cette opposition que par nature et par culture, Napoléon réprouve. Et ce sera résolu avec la création du théâtre italien. D'abord autorisé à monter des opéras buffa, puis des opéras seria. Opéra buffa, opéra comique, enfin, opéra rigolo, et opéra seria, opéra seria. Décision de l'empereur, 1811. Ainsi faut-il comprendre que la rénovation du chant, qui est à l'œuvre, débute par la création du théâtre italien, l'ouverture du répertoire au chant italien sous l'Empire, pour aboutir en 1824, peu de temps après la fin de l'Empire, 1815, à ce que Gioacchino Rossini, nommé par le roi Charles X, soit nommé directeur du théâtre et de la scène de ce même théâtre devenu le théâtre royal italien et non plus le théâtre impérial italien. Or, on s'est attaqué là au renouveau du chant français, car il y aura symbiose. Alors, ce sera fini définitivement du Urlo Francese. Les carrières restrictives du maître de l'Europe et du maître du bel canto, que sera Rossini, dans les renommées internationales, ont pour les deux personnages fait le tour du monde, comme le relate opportunément Stendhal dans La vie de Rossini. Rossini est certainement connu par Napoléon, parce qu'il s'est fait connaître dès 1806. Mais on n'a pas de trace de commentaires. Il s'est fait connaître dès 1806 par un opéra, Demetrio et Polibio. Puis, dès 1810, il vole de succès en succès, aussi bien avec des opéras buffa comme l'Italien à Alger, le Turc en Italie, Il Signor Moschino, que des opéras serie comme Cirio in Babilonia ou Tancredi. Sa faveur est prodigieuse. En 1816, il compose le Barbier de Séville, qui va supplanter complètement celui de Paisiello. La convergence des destins n'est pas fortuite. Le père de Rossini ne s'était-il pas enthousiasmé pour les idées nouvelles à l'arrivée des Français à Pesaro, dans les marches,
à l'époque de la campagne d'Italie du général Bonaparte. Un buste en bronze de Napoléon ornera l'appartement de la chaussée d'Antin où Rossini finira ses jours, sous le Second Empire. Napoléon fut le grand ordonnateur de la révolution mélodiste et belcantiste que conclut Rossini, en passant du baroque au romantisme avec Guillaume Tell, premier grand opéra français du XIXe siècle, en 1829. On ferait une erreur en pensant que Napoléon s'est laissé guider par le choix du public et de la mode, dirigé par les dilettantes, si on parle Stendhal. Non. L'opinion officielle, telle qu'elle était exprimée par le critique Geoffroy, dans le journal de l'Empire, qui des sottises incroyables, qui écrivait « Mozart a répandu sur toute sa composition une teinte triste et lugubre », prenant parti ouvertement pour les mozartophobes dans le débat qui les oppose aux modernes, n'exprimant rien la pensée de l'empereur, car l'empereur en sous-main soutient et donne des sommes prodigieuses au théâtre impérial italien. Comme à son accoutumé, Napoléon laisse agir les forces qu'il a mises en branle avant d'imposer la solution. Empereur des Français, mais roi d'Italie depuis son couronnement du 26 mai 1805, son goût recherche l'italianisation des formes françaises de la beauté. Ainsi mettra-t-il en concurrence les sculpteurs Chaudet et Canova. Ainsi décidera-t-il de la création de la rue de Rivoli, pourvue d'arcades à l'italienne. On le voit, Napoléon poursuit un plan de restructuration générale qui englobe aussi bien la sculpture, la peinture, l'architecture et les arts décoratifs. L'ordonnancement du beau est une condition cardinale de l'organisation sociale dans son esprit. C'est le pendant géométrique du schéma institutionnel et juridique. Napoléon met en œuvre un programme qui n'est pas sans évoquer, et j'y reviens, excusez-moi, le rituel maçonnique de l'époque. L'architecture qu'il compose met en évidence le parallélisme du beau, du juste et du vrai, car dans son esprit, ce sont des tracés parallèles. Ainsi, l'organisation de la musique, comme la création de l'université impériale, dont la direction est confiée au grand maître Fontane, apparaît-elle comme la réalisation poursuivie d'un projet éducatif destiné à façonner un homme neuf, affranchi dorénavant de la pesanteur des préjugés et de l'ignorance. Le maître conçoit la musique comme un divertissement initiatique, l'organisation des sons se prêtant à la combinaison des émotions et de la pensée. D'abord, Napoléon rêve. J'ai rêvé en songe toutes mes victoires, dira-t-il à Lascaz, à Sainte-Hélène. Nul mythe, plus que celui d'Ossian, ne décrit plus précisément l'état de sa narcose. Bâtisseur de son propre mythe, tout autant que rédacteur de sa légende, il attend de la musique qu'elle enchante et captive. Les fifres et les tambours mènent la garde impériale au combat, dans l'assourdissement du vacarme de l'artillerie, comme la trille et l'appoggiature bercent le citadin. L'appoggiature, ce sont les trilles, ce sont les variations mélodiques sur un thème. Qu'elle soit militaire, religieuse ou profane, la musique sous Napoléon ordonne. Il est intéressant de noter à ce sujet le dédoublement de la conscience napoléonienne vis-à-vis de la réforme de Gluck. Bon, la réforme de Gluck, on le sait, hein, c'est quand Gluck a décidé, avec Iphigénie, que ce n'était plus la voix, ce n'était plus la musique qui donnait le sens à la pièce, c'était la scène. Bon, on a une pièce, elle nous dit ce qui va se passer, et on comprend au fur et à mesure de ce qui se passe sur la scène. Le bel Kant, on sait le contraire. C'est la musique qui nous donne le sens. Avec les trilles, on sait si le gars est amoureux ou s'il n'est pas. Avec les trilles, on sait s'il va mourir ou s'il ne va pas mourir. Il est intéressant donc de noter à ce sujet le dédoublement de la conscience napoléonienne vis-à-vis de la réforme du Gluck. On le sait, avec Orphée, Gluck a voulu mettre de l'ordre sur la scène pour en finir avec la dictature des performances lyriques. Et Napoléon fera le contraire et donner la priorité au théâtre. Enfin, en fait, pas le contraire, il fera les deux. C'est-à-dire qu'au thème développé par les acteurs que sont les chanteurs, eh bien, il
Il impose la logique du récit. Subordonné jusqu'alors, le poème avec Gluck prend la première place. La thèse telle qu'elle est écrite s'avance et triomphe. Quand il chante « J'ai perdu mon Eurydice », Orphée pourrait dire « J'ai perdu mes illusions, rien n'égale ma douleur ». Amateur de Corneille au point de le préférer à Racine, Napoléon devrait être sur cette ligne, c'est son esprit. Or, il fait le contraire. Bien sûr, sous son règne et dans ses théâtres, on monte Mozart et même Don Juan, et encore la flûte enchantée sous l'alias des mystères d'Isis. Mais on introduit le chant italien, on érige la mélodie. On prête à penser, mais on prête à rêver. C'est un Vatican II à rebours, un peu comme si la messe en latin succédait à la messe en français. Impossible, n'est pas français, mais le gallicanisme s'estompe. Choix judicieux, puisqu'avec Guillaume Tell, en 1829, le chant français renaîtra de ses cendres grâce au travail de Gioacchino Rossini, qui saura le débarrasser de ses hiatus et d'en finir avec le hurlo définitivement pour lui apprendre l'euphonie belcantiste. L'école de chant, appelée à servir le répertoire français du XIXe siècle, est née à cette époque. Directeur du chant, Gioacchino Rossini s'attellera à former des chanteurs susceptibles d'adapter la technique du legato italien au phrasé français. L'un des écueils étant l'existence dans la langue française du E muet, très compliqué quand on chante. Georges Thill, mort le 15 octobre 1984, sera le dernier chanteur formé sur les principes édictés par Rossini quand il était directeur de la scénique du chant. On le voit, la réforme du chant français est bien la conséquence de la création du théâtre italien et de la décision subséquente de l'empereur d'autoriser que l'on joue sur les scènes parisiennes les opéras buffa, mais aussi les serias. Les Pêcheurs de perles de Georges Bizet, œuvre créée en 1863 sous le règne de Napoléon III, tout autant que les soirées musicales et les Pesci Marseillaise de Rossini, dont la composition s'échelonne de 1835 à 1868, illustre parfaitement le renouveau musical dû à l'introduction de cette nouvelle technique. Il n'est pas indifférent de constater que même dans ce domaine des arts, la rénovation que l'on doit au Premier Empire s'épanouit pleinement sous le Second Empire, préambule des temps modernes. Essor du théâtre italien. L'Opéra de Paris, cependant, qui était dénommé Académie impériale de musique, sera utilisé par l'empereur comme un instrument de propagande. Alors, l'Opéra de Paris chante en français, hein. Ce sera les Levasseur, etc. Napoléon exige que l'on y joue des œuvres nouvelles. Il s'y montre volontiers. Et de 1802 à 1805, il en récupère la tutelle autrefois confiée au ministère de l'Intérieur. Le 18 avril 1806, Napoléon déclare devant le Conseil d'État: l'opéra coûte au gouvernement 800 000 francs par an, mais il faut soutenir un établissement qui flatte la vanité nationale. L'Académie impériale de musique est placée sous l'autorité du comte de Rémusat, premier chambellan de la maison de l'empereur, et surintendant des 4 théâtres subventionnés. Mais c'est bien l'empereur qui décide dès 1810. Dès 1810, l'opéra est devenu la grande scène musicale. Son personnel est constitué de 476 personnes, chanteurs, musiciens, machinistes. Des compositeurs, Le Sueur, Spontini, Cherubini, Catel, sont rejoints par Persuis, Kreutzer, Méhul et Berton. Persuis avait commencé sa carrière d'opéra comme chef d'orchestre, Berton comme chef de chant et Kreutzer, la sonate à Kreutzer, comme premier violon. Parmi les librettistes, il faut noter Étienne de Jouy, à qui l'on doit les Bayadères, la Vestale. Le répertoire s'alimentait principalement de sujets puisés dans la mythologie, tels le Triomphe du mois de mars ou le Berceau d'Achille, opéra ballet de Dupaty, musique de Kreutzer, composée en 1811 pour célébrer la naissance du roi de Rome. La scène de l'Académie impériale ne brille pas par sa liberté de ton, bien que plus de 50% de créations soient des œuvres nouvelles. L'influence de l'empereur s'y fait sentir par le thème des sujets traités. C'est toute la différence avec la liberté que l'on trouve au théâtre italien. L'opéra de Paris, l'opéra officiel, l'opéra en français, c'est l'opéra de la propagande, c'est pour montrer au monde. L'opéra où il va, l'opéra où l'on respire, c'est le théâtre italien. À l'Opéra de Paris, Napoléon fait de la politique.
Ainsi, la tragédie lyrique La mort d'Adam de Le Sueur est-elle représentée en 1809 et introduit-elle dans l'opéra une thématique qui emprunte à la scène religieuse le merveilleux chrétien. On est à la rechristianisation de la France, hein, œuvre que Napoléon a décidé d'engager après la déchristianisation de la Révolution. À rebours de ce qui a été écrit, cet opéra biblique ne transgresse pas les barrières édictées par la censure impériale, mais participe à l'emprise engagée par l'empereur depuis le Concordat du 16 juillet 1801, restaurer la croyance religieuse. L'opéra nécessitant de grands décors, les éclairages, les machines seront mis en contribution afin de surprendre le public. Celui-ci ne boudait pas ce genre de spectacle auquel Napoléon lui-même faisait honneur. Ces œuvres de circonstance assurèrent le rayonnement de l'Opéra de Paris en Europe, bien que leur qualité intrinsèque ne leur ait pas permis de passer vraiment à la postérité. Ce qui n'est pas le cas du théâtre impérial italien, et surtout avec Rossini. Le répertoire de cette institution politique ne put toutefois rivaliser avec les chefs-d'œuvre qui dominent la scène italienne. Avec le mauvais goût qu'il caractérise, l'horrible Berlioz ne s'en est-il pas extasié devant la mort d'Abel de Kreutzer, sans remarquer l'étincelant génie de Mozart et de Rossini. Berlioz n'aime ni Mozart ni Rossini. Ce paradoxe provient sans doute de la double nature intime de Napoléon, telle qu'elle a été ébauchée au commencement de cet article. Si l'on poursuit le parallèle, de cette conférence, excusez-moi, si l'on poursuit le parallèle, Napoléon, Rossini, le Prométhée moderne, se réalise avec la mort d'Adam de Le Sueur, quand Adam, agonisant, annonce sa venue sur terre. Que vois-je? Ô mes enfants, bénissez-vous, mes lycéens, dans cette nuit d'horreur, quelle vive lumière, etc., etc. C'est extrêmement figuré. On voit bien la grosse trame qui concourt à rendre vraisemblable la théorie mensongère de la comète. Parce que c'était très exceptionnel. Hein. Je vous ai fait grâce de la lecture de ce qu'écrivait Berlioz. Berlioz, lui-même convaincu d'être un génie méconnu, épouse pleinement le mythe qui lui permet de supporter ses difficultés financières. Il accorde son admiration à Spontini, à Kreutzer, mais il la refuse à Rossini. Pour l'empereur Napoléon, il y a bien une distinction profonde, par contre, entre l'opéra et le théâtre italien. L'un est affaire de raison, quand l'autre tient du cœur. Je pourrais même dire que ces deux facettes expriment les deux visages de son être réel, une fois encore Janus. Napoléon est parfaitement conscient de l'impression qu'il produit et il en joue. Tout cela est dans l'air du temps. J'ai plus de jugement dans mon petit doigt que les souverains d'Europe dans leur tête couronnée, écrira-t-il. C'est une phrase destinée à méduser qui l'entend. Enfin, prononcera-t-il, mais pas obligatoirement tous ceux qui l'écoutent. C'est aussi un provocateur, et rien ne lui fait davantage horreur que la flagornerie. Il sait toujours où il en est avec lui-même, mais il aime subjuguer. Sa méthode consiste de la surprise, à l'instar de son art militaire. Il est là où on ne l'attend pas. Dans L'Homme Napoléon, Louis Chardini a finement analysé la fabrication de ces fausses colères qui ne sont qu'une de ses manières de gouverner. Enjôleur, parfois colérique, distant, familier avec ses soldats, Napoléon séduit quand il commande. Comédien de l'âme, comme le pape lui en a fait un jour à Fontainebleau la remarque, tous les moyens lui sont bons pour arriver à ses fins. La posture du génie est une de ses trouvailles, peut-être suggérée par l'amour de ses propres soldats et l'adoration de ses sœurs. Mais la mythologie du génie sera nourrie en outre de la légende d'Ossian, pur produit onirique de la musique dont il organise l'expression sur la scène. Ainsi qu'il le fait avec les bulletins de la Grande Armée, qui publient ses proclamations dont il est l'auteur. Il faut savoir aussi que Napoléon, parfois, certain de la victoire qu'il allait emporter le lendemain des victoires, rédigeait le bulletin avant même que la bataille n'ait été menée. Et le bulletin partait vers Paris pour annoncer une victoire qui n'était pas encore acquise. Napoléon est aussi le metteur en scène de sa gloire. Il faut lire l'histoire de Napoléon racontée par un vieux soldat dans une grange de Balzac, publiée dès 1833 dans l'Europe littéraire, afin d'intégrer le médecin de campagne en 1841, pour se faire une claire idée de la croissance du mythe. Le romantisme qui naissait à profiter de cet terreau fertile que l'imagination labourait par les arts, le rêve et même la pensée.
J'ai vu passer l'âme du monde, dira Hegel, de l'empereur Napoléon à Iéna en 1807. Point ne sera besoin d'attendre le XXe siècle pour assister à la prolifération des émules du démiurge. S'adressant à Kreutzer, le jeune Berlioz, subjugué par l'opéra La mort d'Abel, apostrophe ainsi l'auteur, opportunément hissé au sommet. Ô génie, je succombe, je meurs, les larmes m'étouffent, etc., etc. Je passe, hein, Berlioz, c'est vraiment illisible. Autant de rage et d'amour dépensés pour les statues de plâtre confondent l'entendement. Mais entre génies, on se comprend sans doute. Il faudra attendre 1836 et la publication de Massimiliano de Balzac pour lire vraiment une étude approfondie sur l'art du bel canto au travers du commentaire qu'il réserve au monde de Rossini. Hélas, Berlioz s'est trompé de cible, mais Napoléon triomphe une fois encore. La création du théâtre italien va permettre l'essor du nouvel art lyrique voulu par le maître de la France. Le soutien qu'il lui a apporté sans discontinuer, parce que dans cette expression du goût musical correspondait à son être profond, a permis à l'opéra italien de prendre la direction qui devait imposer le succès des œuvres de Rossini, puis de Donizetti, puis de Bellini en France, et conditionner le chant français. Il permettra en fin de compte la création de ce qu'on a nommé le grand opéra français, dont Guillaume Tell est à la fois l'exemple et le modèle. En affectant l'idée de promouvoir le tueur Cherubini, Kreutzer ou Méhu à l'Académie impériale pour des raisons politiques, il est le successeur de Louis XIV quand même. C'est pourtant la synthèse italienne qui va rénover le chant français, qui l'installe. Berlioz peut s'extasier en vain de Kreutzer, c'est Rossini que le maître de l'Europe installe à Paris. Il s'agit en fait d'une conséquence plus que d'un choix explicite, puisqu'il n'a pas connaissance d'un commentaire, on n'a pas connaissance d'un commentaire du premier sur le second. Charles X ne fera qu'entériner ce destin prémonitoire en nommant Gioacchino Rossini directeur du théâtre italien en 1824. Cet aspect des choses permet de surprendre assez précisément Napoléon dans sa manière d'être. Dans les lignes qui vont suivre, nous allons vérifier que les volontés et caprices du maître ont bien été suivies et la mode lancée au travers des salons musicaux. En effet, ceux-ci sont animés par les proches, les sœurs, la belle famille, l'impératrice et sa fille Hortense, les épouses des maréchaux et quelques épouses de ministres. Ce corps de charme fait merveille dans la société parisienne et en Europe. Le bel canto au service de l'État. Manuel Garcia, ténor espagnol, admis au théâtre italien, figure parmi les Andrea Nozzari, Mariana Barilli, Francesca Feste, Teresa Strinasaki, comme les vedettes d'un nouveau style qui font hurler de bonheur les dilettanti. Le cas de Manuel Garcia est particulièrement intéressant puisqu'il formera Adolphe Nourri, créateur du rôle d'Arnold dans le Guillaume Tell de Rossini. On sait que celui-ci, incapable de fournir le contruc de poitrine de l'ère Asile héréditaire, sera en 1837 suivi par Gabriel Dupré, élève de l'école de Choron. Son art lui permettra de dominer la scène lyrique et le répertoire rossinien pendant une douzaine d'années. Avec Gilbert Dupré, le rôle vedette de l'opéra des Rossini passe de Guillaume Tell à Arnold, en assurant le triomphe en Europe du nouveau chant français. En fait, Adolphe Nourri n'était pas capable de fournir un contruc sans utiliser la technique de la voix de tête ou du fausset. Il s'est essayé cependant, mais a dû abandonner. C'est Dupré, dont la vigueur est prodigieuse, qui hérissera pleinement sa voix forte et qui assurera sa gloire. Sa voix forte assurera sa gloire. Cela n'empêche pas l'œuvre d'être raccourcie peu à peu tout au long du XIXe siècle. Le retour de Rossini sur les scènes lyriques après la Deuxième Guerre mondiale, d'abord, avec Calas, dirigé par Tullio Serafine, puis la création du Festival de Pesaro, permettra que cette œuvre soit de nouveau représentée dans son entier sur les scènes internationales. L'esthétique française domina l'Europe jusqu'au désastre de 1871, avec l'effondrement de l'armée impériale à Sedan. Persuadé d'avoir repris le flambeau culturel de la grande nation, la nouvelle puissance victorieuse n'eut de cesse d'imposer à la nouvelle Europe configurée ses principes esthétiques, ce à quoi se complit la grande bourgeoisie française, qui fit de Wagner son nouveau héros. Les mouvements sont longs. Mozart, Rossini, Donizetti, Bellini passèrent ainsi progressivement vers le déclin, tandis qu'Offenbach, ressenti par les nouveaux maîtres de la France comme consubstantiel à l'empereur déchu, sera banni. Il faudra attendre qu'après les rodomontades du XXe siècle, le maître du Berghof soit anéanti avec ce que sa prétention à l'hégémonie culturelle devait signifier pour que réapparaissent dans les années 50 d'abord Mozart, puis Donizetti, Bellini, Verdi et enfin Rossini. Il est à noter que jamais Gounod, Bizet, Massenet n'ont connu qu'on a eu l'éclipse entre 1870 et 1940.
Le temps permet aujourd'hui de mesurer la beauté d'une œuvre générale entreprise dans l'écrin français par un homme qui voulut s'en approprier les vertus en leur accordant les us et les sentiments de sa terre natale. Je parle de Napoléon. Sous le Consulat et l'Empire, la musique n'était pas jouée uniquement dans les théâtres, mais aussi chez les particuliers. Ces dames, accompagnées de harpistes célèbres, donnent des récitals et reçoivent des célébrités européennes. L'impératrice Joséphine, à la Malmaison, donne dans la Montpremière les grands opéras italiens avant qu'ils ne soient joués à Paris. Elle fait jouer Didone et Abbandonate de Paër. Pauline Borghese, sœur de l'empereur, n'est pas en reste, puisqu'elle fera même venir Rossini en 1820, qui exécutera pour elle l'air de Bartolo, du Barbier de Séville. Elisa Bacciotti, autre sœur de l'empereur et princesse de Lucques, fera venir en 1805 Paganini dans son salon et fera jouer le Sueur et Spontini. Paër et Paisiello, qui lui dédiera son Proserpine. En bref, la politique musicale et diplomatique de l'empereur est relayée dans les salons de la capitale par ses sœurs, par les épouses, les belles-sœurs, les épouses des maréchaux, voire des ministres. Ce corps de charme est utilisé avec autant d'adresse que d'intelligence. Il s'agit une fois encore de faire valoir les beautés du nouveau régime. Et pour cela, Napoléon ne veut rien d'ennuyeux. Il s'agit d'étourdir, de charmer, d'éblouir. Les soirées de Compiègne et les bals du Second Empire utiliseront les mêmes recettes. Avec le Code civil, Napoléon parlait à la raison et cherchait à séduire les bourgeoisies éclairées d'Europe, en leur faisant miroiter les mérites et les avantages d'un nouvel ordre social, où la propriété et le mérite étaient reconnus au même titre que la naissance. Avec la musique, dont il organise la création, ainsi que nous l'avons montré, il veut s'assurer de la supériorité de la France dans le domaine des arts. Le chant italien nourrit ainsi le nouveau chant français, destiné à rayonner sur l'Europe, car il convient de charmer les oreilles après avoir séduit les esprits. L'intérêt bien compris des élites ne saurait se concevoir autrement. N'a-t-il pas en effet réuni le triptyque France, mère des arts, des armes et des lois, ainsi que nous avons tenté de le démontrer. Napoléon n'était pas insensible à la musique. Il s'en est servi pour réorganiser le pouvoir politique après la Révolution française et asseoir la renommée du pays dont il avait la charge. Il a servi la musique autant que la musique l'a servi. Depuis l'origine du consulat jusqu'au désastre de Waterloo, il n'eut de cesse d'organiser l'État afin de bâtir un espace harmonieux auquel devaient concourir les arts libéraux. De même qu'à Moscou, il réformait l'organisation du théâtre français, les statuts de la comédie française. Il s'est attaché à ce qu'un art lyrique français voit le jour et domine la scène mondiale. Italique lui-même, par culture et tradition, il puisa au sein du répertoire italien de quoi rénover le chant français. Il serait le père de Rossini s'il était presque son contemporain. Ce qui fut fait pour la musique prend ainsi sa place dans le tracé d'une œuvre générale. La création de la société du futur, bâtie sur les bases du Code civil, réjouie par les lois de l'harmonie et de l'architecture, traduisent assez clairement la volonté d'inscrire l'œuvre à venir dans le carré du nombre d'or.